Bismillah. Donc, bienvenue, chers élèves, dans une nouvelle capsule de la génétique. Après avoir vu dans les capsules précédentes la nature de l'information génétique, qui est une molécule d'ADN. Aussi, on a vu l'expression de l'information génétique, donc de l'ADN jusqu'à la protéine. On a vu aussi comment l'information génétique sera transmise aux cellules précédentes grâce à la mitose. Maintenant, on va passer au chapitre 3, qui est intitulé la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Et on va voir ce cours-là suivant ce plan-là. Donc, on va commencer par l'importance génétique de la méiose, le rôle de la méiose dans le brassage allylique, et après, on va voir la fécondation et son rôle dans la diversité génétique. Premièrement, pour l'introduction, la reproduction sexuée, c'est un phénomène biologique qui assure la transmission de l'information génétique d'une génération à l'autre chez les êtres diploïdes. On sait très bien que les êtres diploïdes, donc on a une formule chromosomique de des un chromosome, alors que les gamètes sont à un chromosome. Donc les caractères héréditaires aussi d'un nouvel individu, ils sont différents de ceux des parents et des autres membres de la fratrie, mais ils possèdent le même nombre de chromosomes. Aussi, ceci s'explique par deux phénomènes essentiels. Donc le premier phénomène, c'est la méiose, donc qui assure la division des cellules sexuelles diploïdes pour la formation des gamètes haploïdes, grâce à la gamétogenèse. Donc le deuxième phénomène, c'est la fécondation, qui assure l'union de deux gamètes haploïdes pour la formation d'une cellule œuf diploïde. Donc, que désigne la méiose? Quelles sont les principales étapes de la méiose? Et comment la reproduction sexuelle assure-t-elle la diversité génétique et le maintien du karyotype au sein de la même espèce? Commençons premièrement à résoudre la première question. Donc, l'importance génétique de la méiose, mise en évidence de la méiose. On remarque ici donc, le karyotype de la femme, de l'homme, de l'ovule et des spermatozoïdes. Le karyotype, premièrement, c'est une représentation sous forme de photographie de l'ensemble des chromosomes selon la position du centromère. On l'a déjà vu dans le chapitre de l'information génétique. Donc, en faisant une comparaison entre le karyotype de la femme et le karyotype de l'homme, on remarque que les chromosomes ici, ils sont organisés en forme de deux exemplaires, sauf pour les chromosomes sexuels. On remarque ici deux exemplaires des chromosomes X, alors qu'ici, on a un exemplaire du chromosome X et un autre du chromosome Y. Donc, l'étude du karyotype montre que les cellules somatiques possèdent deux exemplaires de chromosomes, et les chromosomes identiques dits homologues et sont organisés par paires, alors que la cellule est diploïde. Donc, les cellules sexuelles aussi ne représentent qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. La cellule est haploïde. Donc, ici, on remarque chez les spermatozoïdes que chaque chromosome est en forme d'un seul exemplaire, et la même chose pour les ovules. Donc, pour les spermatozoïdes, soit on a des cellules avec un chromosome sexuel Y, soit un autre qui ressemble à l'ovule. Alors que l'ovule, il ne représente une seule forme, c'est le chromosome sexuel X. Donc maintenant, on va voir la formule chromosomique. Pour la formule chromosomique chez le karyotype de l'homme, donc elle est égale à 46. Puisque normalement, il y a des chromosomes asexuels et les chromosomes sexuels, on va répartir la formule chromosomique. Donc, on va dire que 2N est égal soit 44A plus XY, soit on peut dire 22AA plus XY. Pour le karyotype de la femme, donc on va dire 2N est égal à 46, qui est représenté par 44A plus XX, soit 22AA plus XX. Pour le karyotype des spermatozoïdes, puisqu'on a dit qu'il y a deux types, soit on a 22A plus X, soit on a 22A plus Y. Pour l'ovule, on a dit que N est égal à 22A plus X. Conclusion, la méiose maintenant, c'est une division qui va permettre la synthèse des spermatozoïdes et des ovules à partir des cellules diploïdes. Ainsi, il va y avoir une réduction chromatique à partir de 46 chromosomes jusqu'à 23 chromosomes. Donc maintenant, on va voir
le déroulement de la méiose par ce flash-là. Donc ici, on a une cellule qui est représentée de 2 n est égal à 4 chromosomes. On va assister à la disparition de l'enveloppe nucléaire. Donc ici, une forme qui est trop spécifique pour la méiose, qui est tout à fait différente de la mitose. On marque ici l'apparition du fuseau achromatique. Regardez ici, c'est une forme qui est très importante, on va le voir après. Et ici, on a le début de l'apparition de 2 cellules filles. Regardez ici qu'à partir de 4 chromosomes, on a maintenant 2 chromosomes. Ça, c'est la fin de la première division. On assiste ici à une deuxième division. Donc, à partir de 2 chromosomes, on obtient 2 cellules encore qui sont constituées de 2 chromosomes aussi. Donc, la cytosénèse, c'est la cytodiérèse, c'est l'étranglement équatorial. Donc, ainsi, on aura la synthèse de 4 cellules filles. Maintenant, détaillons les étapes de la méiose. Ils sont constitués de 10 divisions. La première, c'est une division réductionnelle. Et la deuxième, c'est une division équationnelle. Donc, débutons maintenant par la division réductionnelle. On va voir les étapes de la division réductionnelle. On va commencer par la première. Regardez ici, on va donner des symboles prophase 1, 2, donc 2, 3, etc. pour différencier les phases de la méiose à ceux de la mitose. Regardez ici, on a pris une cellule à 2 n est égal à, donc 2 n est égal à 6. Donc ici, c'est une photo donc observée au microscope. Et ici, c'est un schéma qui représente des chromosomes qui sont en forme de tétrade. On dit qu'il y a appariement des chromosomes homologues. Donc, ce chromosome, c'est l'homologue de chromosome en bleu, et le deuxième et le troisième. Chaque chromosome ici, elle est formée de 2 chromatides. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des chromosomes en tétrade. Donc, ici, on assiste à la disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles. Ici, on a l'apparition des fuseaux achromatiques et l'appariement des chromosomes homologues. Maintenant, on va passer à la métaphase 1, où on assiste à, à l'emplacement des chromosomes homologues de part et d'autre de la plaque équatoriale. Rappelez-vous bien, donc pour la métaphase de la mitose, les chromosomes étaient alignés sur la plaque équatoriale. Donc ici, les chromosomes homologues apparaissent, se disposent à l'équateur de la cellule sur le faisceau de division cellulaire. Maintenant, on va passer à l'anaphase 1. Vous remarquez ici qu'il y a une dispersion des chromosomes ou migration des chromosomes homologues de part et d'autre de la cellule. On remarque ici pour le schéma qu'il y a la migration des chromosomes, mais faites bien attention ici que la migration des chromosomes va se faire sans division des centromères. Donc, les chromosomes homologues disjoignent en conservant leur chromatide suite au raccourcissement des fuseaux achromatiques. Maintenant, on va passer à la télophase 1 qui va être caractérisée par l'apparition de sillons de division par cytodiérèse ou synodiérèse ou l'étranglement équatorial. Donc ici, on correspond de la séparation des cellules initiales aux 2 cellules filles, mais remarquez ici que les 2 cellules filles vont être à 3 chromosomes au lieu de 6 chromosomes. Maintenant, on va passer à la deuxième division, qui est la division équationnelle. Rappelons un petit peu, donc la division réductionnelle va donc faire passer la cellule diploïde à une cellule haploïde. À partir d'une cellule ici, par exemple, à 2 n est égal à 6, on va avoir une cellule qui contient 3 chromosomes. Pour la division équationnelle, on a formé maintenant 2 cellules, oui, 2 cellules à donc 3 chromosomes. On a ici l'apparition du fuseau achromatique. Toujours, on n'a pas de l'enveloppe nucléaire. Et ainsi, on a condensation de l'ADN en chromosomes et 2 cellules à un chromosome qui sont dupliquées. Maintenant, passons à la métaphase 2,
On remarque ici que les chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale. Aussi, on a l'établissement du fuseau achromatique et que chaque cellule possède ici 3 chromosomes. Bien sûr, les chromosomes sont déjà condensés. Maintenant, passons à la nanophase 2. On assiste ici à la migration des chromosomes, mais ici, c'est une migration avec ascension des centromères. Donc, regardez ici pour le schéma, donc la photo, et ici pour le schéma. Donc, ici, séparation des chromosomes avec clivage des centromères et la migration des chromosomes fils vers les pôles de la cellule. Et pour la télophase 2, on assistera ici à la... Donc, regardez ici, c'est une division. Donc, c'est une division des cellules grâce à la cétodiérèse. Et aussi, on assistera aussi à la formation de l'enveloppe nucléaire, de la nucléole, et la formation après de 4 cellules filles à un chromosome. C'est-à-dire, à partir de 2n est égal à 6, on obtiendra maintenant 4 cellules à 3 chromosomes. Mais ce sont des chromosomes monochromatidiens. Donc, un petit résumé. À partir d'une cellule à 2n est égal à 6, on obtiendra maintenant 4 cellules à 3 chromosomes. C'est-à-dire qu'il y avait eu une réduction chromatique. À partir de 6, on obtiendra maintenant 3. Mais que se passe-t-il pour l'ADN? Regardez ici, pour le développement ou l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. On remarque que durant la phase G1, la quantité de l'ADN est égale à Q. Pendant la phase S, il y a dédoublement de la quantité d'ADN de Q jusqu'à 2Q. Durant la phase G2, on aura une stabilité de la quantité d'ADN en 2Q. Alors que durant la méiose, il y aura 2 divisions. La première va faire passer la quantité d'ADN à partir de 2Q jusqu'à Q, et la deuxième va faire passer la quantité d'ADN de Q jusqu'à Q sur 2. Donc, alors, avant chaque méiose, il y aura un dédoublement de la quantité d'ADN ici, donc un dédoublement de la quantité d'ADN à partir de Q jusqu'à 2Q. En même temps, on peut observer la taille des chromosomes durant la méiose. À partir des nucléofilaments, on aura la duplication et la formation des chromosomes dédoublés. Durant la première phase, on obtiendra des cellules à un chromosome. Et durant la deuxième division, on obtiendra des cellules à un chromosome. Donc ceci, c'est le résumé. Maintenant, on va voir une petite comparaison entre la mitose et la méiose. On a déjà vu que la mitose va permettre le passage d'une cellule de N à 2N ou N à N, c'est-à-dire elle va permettre la conservation du matériel génétique, alors qu'ici, que la méiose va permettre donc la synthèse de cellules N à partir d'une cellule 2N, c'est-à-dire la réduction chromatique. Faisons la comparaison. Le type de division. Ici, c'est une division conforme. Ici, c'est une division qui est, où on assiste à une réduction chromatique. La deuxième, donc, les cellules concernées. Pour la mitose, il va concerner toutes les cellules, mais généralement, ce sont les cellules somatiques, alors que la méiose va se faire donc, essentiellement dans les cellules germinales. Pour le nombre des cellules filles, ici, on assistera juste à la formation de 2 cellules filles, alors qu'ici, on assistera à la formation de 4 cellules filles. Là, pour la ploïdie, donc ici, à partir d'une cellule diploïde, on obtiendra une cellule diploïde. Alors qu'ici, à partir d'une cellule diploïde, on obtiendra une cellule haploïde. La nature des cellules filles, ce sont des cellules génétiquement identiques, alors qu'ici, ce sont des cellules génétiquement différentes. L'activité dans le temps, la mitose va se faire durant toute la vie, alors que la méiose va commencer juste pendant la puberté et elle a un temps précis. Pour la durée de la division, elle est courte chez la mitose, alors qu'elle est donc relativement longue et va être différente selon l'individu. Donc maintenant, on va voir le rôle du brassage donc, dans la diversité génétique et comment la méiose va participer à la diversité des gamètes. Donc ici, le rôle de la méiose dans le brassage allylique. La méiose est l'un des mécanismes qui contribuent à la diversité génétique,
grâce à deux événements essentiels. Donc le premier événement, c'est le brassage interchromosomique et le deuxième, c'est le brassage intrachromosomique. La question qui se pose maintenant, dans quelle phase va se faire ces brassages-là? Donc, et comment on assistera à une diversité génétique. Commençons premièrement par le brassage intrachromosomique, où on dit aussi le crossing over. Donc ici, c'est un schéma, donc durant la prophase 1, où il y a la formation des chromosomes en tétrade, qu'on a vu auparavant. Ici, c'est un point qui est très ancien, c'est la formation du chiasma. Regardons ce qui va y arriver. Lors de la prophase 1, les chromosomes homologues s'associent pour former des paires. On dit que donc soit la formation des bivalents, soit la formation des tétrades, où il y a un échange entre les fragments, entre les deux chromatides des chromosomes homologues. Donc, il arrive que les portions de chromatides appartenant à deux chromosomes homologues s'échangent réciproquement. C'est le phénomène du crossing over. Donc, pour la méiose, ici, soit on assistera à la présence du crossing over, soit il va y avoir des méioses sans crossing over. Prenons un exemple ici du méiose sans crossing over. Donc, on va voir ici l'apparition des gamètes qui sont juste des gamètes parentaux. Alors qu'ici, maintenant par exemple, à partir d'un individu hétérozygote qui représente des allèles AB et petit a, petit b, on obtient juste des gamètes parentaux qui représentent soit grand A, grand B, soit petit a, petit b. Mais si on assistera à la présence d'un crossing over, on regarde ici qu'il va y avoir une apparition soit des chromosomes, donc des gamètes parentaux, soit des gamètes recombinés grâce à l'échange des fragments des chromosomes homologues. Ainsi, on peut voir les conséquences du brassage intrachromosomique, qui est donc bien sûr une diversité des gamètes grâce à la présence des gamètes recombinés. Maintenant, passons au deuxième type du brassage, qui est le brassage interchromosomique. Prenons ici, donc le brassage interchromosomique, quand est-ce qu'il va y avoir la formation de ce type de brassage? Ce brassage-là va être fait durant la fin de la métaphase 1, ou on peut dire aussi le début de l'anaphase 1, où il y a la migration aléatoire des chromosomes homologues de part et d'autre de la cellule. Ainsi, à partir d'une cellule de 2n est égal à 4, on peut assister à 4 combinaisons différentes. Donc, lors de la métaphase 1, de la première division de la méiose, les chromosomes du même père sont disposés aléatoirement de part et d'autre de la cellule équatoriale. Ainsi, on peut avoir une migration aléatoire durant l'anaphase 1 de la méiose, où on va assister ainsi à des combinaisons différentes. Les conséquences du brassage interchromosomique. Si on prend une cellule à 2n est égal à 4, on peut avoir 4 combinaisons différentes. Prenons l'exemple maintenant de 2n est égal à 6. On peut assister maintenant à avoir 2 puissance 3 combinaisons différentes, c'est-à-dire 2 puissance le nombre des paires des chromosomes. Si on prend par exemple pour l'être humain est la 2n est égal à 46, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Donc maintenant, on peut avoir 2 puissance 23 combinaisons différentes, qui est égale à 8 608 par sexe. Ça pour le gamète mâle et pour le gamète femelle, sans prendre en considération le brassage intrachromosomique. Maintenant, on a terminé le rôle de la méiose dans la diversité des gamètes mâles et femelles. Prenons maintenant le rôle de la fécondation dans la diversité génétique. Qu'est-ce que premièrement la fécondation? La fécondation, c'est l'union entre gamètes mâles et gamètes femelles. Donc ici, l'union entre les spermatozoïdes et une ovule. Donc c'est-à-dire il y aura un rétablissement de l'information génétique de N. Donc un gamète mâle qui possède N est égal à 23. Un gamète femelle qui possède aussi N est égal à 23. On assistera à la formation d'une cellule œuf qui représente 2N est égal à 46. Donc au cours de la fécondation, on aura premièrement le rétablissement de la diploïdie. Aussi,
cette réunion des gamètes, il est aléatoire. On ne sait pas quel gamète va féconder quel œuf. Cette réunion au hasard, associée au brassage interchromosomique et intrachromosomique vu précédemment lors de la méiose, induit une diversité génétique potentiellement infinie des zygotes. Donc, faisons maintenant une conclusion. À partir de 2 puissance 23 possibilités d'avoir des gamètes mâles et 2 puissance 23 donc possibilités d'avoir des gamètes femelles, on obtiendra des cellules œufs à 2 puissance 46 possibilités, c'est-à-dire des zygotes qui sont génétiquement différents. Comment on peut dire? Qui fait un œuf fait d'une œuf, grâce à la diversité génétique, juste pour le brassage interchromosomique, sans prendre en considération le brassage intrachromosomique qui va multiplier les chances d'avoir des zygotes qui sont génétiquement différents. Ainsi, on aura l'amplification de la diversité génétique des individus de la même espèce. Faisons maintenant un petit résumé. On a vu aujourd'hui la méiose qui va se faire en 2 divisions cellulaires. La première, c'est une division réductionnelle et la deuxième, c'est la division équationnelle. La division réductionnelle va permettre le passage de la diploïdie à l'haploïdie grâce à 4 phases. La première phase, c'est la prophase 1, donc la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. La deuxième division, c'est la division équationnelle qui va garder l'haploïdie, mais qui va faire le passage des chromosomes bichromatidiens en chromosomes monochromatidiens. On a vu aussi que grâce à la méiose, il y aura une diversité génétique des gamètes, grâce au brassage interchromosomique et au brassage intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique, c'est un brassage qui va se faire durant la prophase 1, où on assistera à un échange des fragments de chromatide des 2 chromosomes homologues. Alors que le brassage interchromosomique, c'est une migration aléatoire de part et d'autre de la cellule durant l'anaphase 1, où on assistera ici à des combinaisons qui sont différentes. Grâce au brassage interchromosomique et au brassage intrachromosomique, on assistera à une diversité des gamètes. Après, on a vu que la fécondation va rétablir la diploïdie des cellules à partir d'une cellule haploïde et une cellule haploïde, donc gamète mâle et gamète femelle, on rétablira donc la diploïdie de la cellule œuf. Aussi, on a vu que grâce au brassage vu pour les gamètes mâles et les gamètes femelles, on assistera maintenant à une diversité des gamètes, donc une diversité des ovules, grâce au brassage interchromosomique et au brassage intrachromosomique. Dans la séquence prochaine, Inch'Allah, on va voir la transmission de l'information génétique grâce aux lois statistiques ou ce qu'on appelle aussi la génétique mendélienne. Merci et à la prochaine.